Merci. À ce moment-là, une divinité hindoue qui se trouve à l'intérieur du Cambodge et qui étant présentée comme la Thaïlande serait en train de détruire ce monument sur le territoire cambodgien. Évidemment, cela accélère et génère plus de problèmes internes à la frontière entre ces pays. Aussi, on montre cet incendie, c'est-à-dire dans un marché du centre de Java, là-bas en Indonésie, le marché a complètement brûlé. Et cela, attire aussi l'attention aujourd'hui. Une autre des images également importantes, c'est cet endroit. C'est un bateau que l'on voit là-bas, au fond, c'est un bateau qui est spécialisé dans la réparation d'autres bateaux russes. Ce bateau a complètement brûlé, ce bateau mécanique a été détruit. Pour ainsi dire, un bateau qui aide d'autres bateaux à se réparer. Du côté de la Russie d'ailleurs, à Novgorod, il aurait été complètement incendié. Pour l'instant, il n'est pas clair s'il s'agissait d'une attaque ou d'autre chose. Aussi. Nous parlerons bientôt de ce qui se passe là-bas. L'expulsion des Russes là-bas, des diplomates russes, là-bas en Pologne, ils sont expulsés. Lors du dernier consulat, seule l'ambassade subsisterait. Nous allons parler tout de suite des détails de ce qui se passe entre la Russie et la Pologne. Aussi, cette image est montrée. Écoutons ce que dit J.D. Vance. Sur le sujet des Pays-Bas, je voudrais en parler. Bien sûr de l'interaction et de ce que je pense que le Danemark a fait. Certains affirment que le Danemark ne fait pas assez pour la sécurité du Groenland, mais qu'il y a de nombreux risques pour les Groenlandais. Et que, en gros, ce sont eux qui peuvent protéger les Groenlandais. De la Russie, de la Chine, d'incursions, dit-il. De la Chine et de la Russie, et donc la question serait, quelles incursions ? Quel type d'attaque le Groenland a-t-il subi de la part de la Chine ou de la Russie ? Évidemment, ce sont ces commentaires de J.D. Vance, avec la narration de vouloir ou chercher à s'emparer du Groenland. Nous allons discuter immédiatement de quelques réactions. Aussi, une nuit difficile s'annonce pour l'Ukraine et aussi pour la Russie. Et en fait, voici cette image que nous voyons à Sébastopol, en Russie. Une usine pétrochimique aurait été rasée. Nous évoquerons aussi les coupures de courant terribles en Ukraine, qui ont privé une grande partie du pays d'électricité et compliqué la situation. Tu es là, cette lumière au fond. C'est une partie des incendies que l'on voit dans le complexe pétrochimique de Stavrolen à Boudionovsk, là-bas en Russie, une région qui se trouve dans l'Est très bas. Prof, la situation est vraiment terrible. Pendant ce temps, on voit aussi cette image. Ce que je vous disais de Baduro, qui aime beaucoup danser, on le présente maintenant avec ce robot. Ce sont des images qui circulent en ce moment. Essayez de montrer du calme malgré la pression qui s'accentue de plus en plus sur son régime. Un autre sujet qui attire également l'attention est le webstand du Mexique. Partagez-vous donc cette image du Popocatépetl ? Complètement enneigé, n'est-ce pas ? Ceci à la date d'aujourd'hui, le 22 décembre 2025, comme l'indique la date là, 22 décembre 2025. 2025, le Popocatépetl est très beau, très joli, tout enneigé. C'est aussi une partie de ce que l'on observe aujourd'hui. Et une autre image qui attire l'attention, ce sont ces navires, ces militaires chinois, qui ont montré des images de ce qu'ils utilisent autour de Taïwan, affirmant dans un rapport du Pentagone que la Chine serait prête à envahir Taïwan en 2027. Il pourrait même accélérer un peu plus. Mais le rapport affirme qu'au moins pour 2027, il serait prêt à envahir Taïwan, et ce, de manière assez intense. Maintenant, Taïwan le sait aussi. Le rapport, Taïwan l'a. Et nous verrons donc quelle sera la réaction. Pendant ce temps, dans les Caraïbes, on observe ces Hawks, c'est-à-dire des faucons. Ces hélicoptères qui ont été déployés travaillent essentiellement, on peut dire, jour et nuit, 24 heures sur 24 dans les Caraïbes. Ce sont les hélicoptères qui sont le plus utilisés contre, selon eux, les groupes du crime organisé dans les Caraïbes. En ce moment, de la part des États-Unis, il y a aussi une autre image. Un autre sujet qui attire l'attention, ce sont ces inondations qui ont lieu à Java, là-bas en Indonésie, des inondations qui continuent. Nous avons déjà partagé récemment une partie de cette activité, et cela continue dans cette région du monde.
Pendant ce temps, il y a aussi eu ce séisme. Un séisme qui, au début, a été annoncé comme étant de magnitude 6, mais maintenant, on sait qu'il était de 5,9. Ils vont sûrement signaler cela au Kamtchatka, là-bas en Russie, dans le Pacifique. Cette zone qui est très active, aussi bien sur le plan volcanique que sismique, connaît non pas un, mais plusieurs séismes. Mais celui-ci, ici, est le séisme le plus important de la semaine dernière, au moins avec une magnitude de 5,9. Avec une profondeur de 60 km selon les rapports, il n'y a pas eu d'alerte au tsunami. Il a été ressenti fortement, sans conséquences majeures. Et c'est que tout près de là, de Kamtchatka, je veux dire relativement parlant, non. Au Japon, il s'est produit un séisme important aussi hier, vous vous souvenez ? Eh bien, il y a aussi eu une série de séismes de magnitude supérieure à 5. Maintenant, il y a aussi eu cet autre séisme. Celui-ci attire l'attention parce que c'est un séisme qui est assez intense. Nous en parlions hier. Vous vous souvenez qu'il y a eu un séisme de magnitude 6,2 ou 6,3, quelque chose comme ça ? Eh bien maintenant, un autre séisme est signalé, encore une fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Déjà 2 séismes, 6,2 hier et 6,5 aujourd'hui. Heureusement, ils sont tous très profonds, ce qui fait que l'impact n'est pas aussi fort en Papouasie. Mais il faut se rappeler que c'est l'une des zones les plus sismiques de la planète, avec l'Indonésie, n'est-ce pas ? Toute cette région est donc l'une des plus sismiques, avec l'une des activités les plus importantes de la planète. Donc, eh bien, il faut aussi prendre cela en compte. Le Pacifique est très agité ces derniers temps, avec plusieurs séismes de magnitude importante. Et un autre sujet intéressant à prendre en compte, c'est aussi ce qui se passe dans le Pacifique, du côté américain, en allant vers l'Alaska. En regardant cette activité qui s'est produite ces derniers temps, eh bien, il y a 2 sujets qui attirent l'attention. L'un d'eux est cet essaim qui continue d'ailleurs, un essaim sismique qui est actif entre l'Alaska et le Canada. Oui, c'est ce qui a été observé ces derniers jours. Cette activité que nous voyons est une activité qui, selon eux, ne serait plus atypique. Elle n'a représenté aucun risque. Pour commencer, parce qu'ici très peu de gens vivent, c'est une zone très peu habitée dans cette région, mais bon, c'est aussi important. Passons aux informations concernant Atlas, car il y a au moins 3 faits impressionnants sur le sujet 3 et Atlas dont nous allons parler. Dans quelques instants, merci de nous accompagner. Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Selon les rapports, en ce moment, cette image d'un navire marchand battant pavillon turc transportant une cargaison d'Ukraine vers la Turquie est publiée. Un drone kamikaze l'a attaqué dans les eaux internationales de la mer Noire. Évidemment, il y a eu des moments de danger. Le nombre de navires turcs touchés par des attaques a augmenté. Il y en a déjà eu 4 récemment. Et cela, eh bien, pourrait aussi provoquer des réactions de la part de la Turquie. En fait, l'un de ces drones est même arrivé jusqu'au territoire turc, vous vous souvenez ? Un autre de ces drones, qui se dirigeait aussi vers la Turquie, a été abattu par un F-16 turc. Donc, eh bien, il y a des situations compliquées en ce moment entre la Turquie et la Russie. Nous allons rester attentifs à cela. En attendant, nous allons aborder plusieurs sujets importants aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce scientifique du Massachusetts Institute of Technology qui s'est suicidé ? C'était un scientifique spécialisé dans ce domaine. Eh bien, une nouvelle technologie qui allait révolutionner tout ce qui concerne les soleils artificiels. Qu'il allait y avoir un changement important, au moins aux États-Unis, mais cela pourrait même être à l'échelle mondiale. Si ces recherches continuaient à fonctionner, un autre Portugais lui a ôté la vie. Et maintenant, on sait qu'il avait pas mal de problèmes. Ce n'est pas clair exactement pourquoi, mais on révèle ce qu'il était en train de rechercher. Il s'appelle Nuno Loureiro. Il dirigeait un réacteur de fusion révolutionnaire et c'est le professeur du Massachusetts Institute of Technology Nuno Loureiro, âgé de 47 ans, qui a perdu la vie.
Sa vie a été prise par une connaissance ou un collègue de 48 ans, également portugais et scientifique. Et il était considéré comme la figure clé d'une recherche sur un type d'énergie de fusion, une technologie qui promettait de remplacer toute l'énergie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les autorités soupçonnent que le tireur, et maintenant, on sait déjà qu'il s'agissait de Claudio Neves Valente, également impliqué dans la fusillade du 13 décembre à l'université Brown. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il aurait découvert comment fonctionne le processus qui alimente le Soleil. Et cela l'a amené à avoir un projet qui pouvait générer de l'énergie en continu sans émettre de gaz polluants, sans dépendre de grandes quantités de combustibles fossiles, ni rien de tout cela. Ils assuraient donc que, cela allait être, disait le même scientifique, que la nation qui maîtriserait la technologie qu'ils développaient aurait un avantage incroyable sur les autres nations. C'est-à-dire, que ça allait être. Elle serait à la pointe, la nation qui parviendrait à développer ce qu'il était en train de réaliser. Et soudain, on lui ôte la vie. Les rapports annonçaient un impact immédiat sur les secteurs très énergivores, comme les centres de données, les transports et l'industrie lourde. Est-ce que tout cela allait être révolutionné ? Déjà plus de 8 milliards de dollars avaient été investis dans des projets de fusion aux États-Unis, mais celui-ci semblait attirer le plus l'attention. Alors, je crois que cette affaire devient de plus en plus étrange. La police est en train d'enquêter sur le motif en ce moment. Oreiro et Valente se sont rencontrés au Portugal en 1995 et en 2000 à l'Institut supérieur technique, mais on ignore la nature actuelle de leur relation ou s'ils étaient en couple. Neves Valente, résident permanent aux États-Unis depuis 2017, a été lié au crime de la fusillade, tant pour le scientifique que pour celle du 13 décembre. Après la révélation de l'identité, Trump a suspendu le programme de loterie de carte verte qui avait permis à Valente de rester légalement. Denis White, collègue du Massachusetts Institute of Technology, a qualifié la perte d'énorme. Il a souligné qu'Oreiro était la figure centrale pour la communauté internationale de recherche sur le plasma et la fusion. C'est-à-dire, il était la tête, il était la partie centrale et on lui enlève la vie, évidemment, cela devient de plus en plus suspect. Passons à d'autres sujets également importants concernant ce qui se passe dans le monde. Et regardez tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'affaire Einstein, Trump et tout ce sujet prennent des tournures incroyables, hallucinantes. On vient de révéler des informations où il est mentionné un grand nombre de fois dans des affaires qui relèvent de l'absurde, de la folie. Attention, ce sujet commence à fuiter de plus en plus. D'une part, il y a l'information officielle qui arrive très fort, et d'autre part, il y a aussi toute une série de fuites. Parce qu'une partie des informations qu'ils avaient cachées, il s'avère qu'elles étaient mal cachées. Les blocages, ces zones noires, ces carrés noirs, ils les ont mis avec Microsoft, n'est-ce pas ? Allez, ils n'ont pas mis de vraie peinture, donc beaucoup de gens arrivent à enlever ces carrés noirs, et donc ces informations sont là. Donc il y a des choses très intéressantes à venir à ce sujet, dont nous parlerons au fur et à mesure qu'elles apparaîtront, et nous en discuterons plus en détail plus tard. Nous parlerons aussi plus tard de la situation entre la Pologne et la Russie. Et évidemment, ce qui concerne le 13 mars, c'est hallucinant. Autant un signal qui a été détecté qu'une série de découvertes qui viennent d'être faites dans le 13 Atlas. Ce qui fait penser que peut-être cette étrange théorie selon laquelle ce robot artificiel pourrait avoir, plus de poids n'est pas à exclure. Peut-être qu'on ne comprend pas exactement comment cela fonctionne, mais il est clair qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le 13 Atlas, encore plus que ce qu'on pensait. Nous parlerons de ce sujet bientôt, mais examinons d'abord quelques questions importantes. Laissez-moi aussi préparer ici les commentaires. Merci beaucoup à ceux qui nous accompagnent. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. À tout à l'heure. Nous allons les lire avec grand plaisir. À tous ceux qui sont déjà en mode Noël, Nouvel An et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Ici, une grosse accolade. Et évidemment, nous aussi, nous essayons de célébrer ici avec vous. Et Jaga aussi, ici en famille.
Non, évidemment. Donc, eh bien, merci beaucoup d'être ici et pour tous les commentaires que vous me faites. Regardez, il y a plusieurs sujets dont j'aimerais vous parler. Donc, il y a, disons, des rebondissements dans toutes ces histoires de fin d'année. Disons, je ne voudrais pas aborder un sujet qui concerne ces publications dont je vous parle. L'une des publications est faite par The Guardian. Eh bien, vraiment, oui, c'est hallucinant, parce que... Eh bien, c'est un sujet qui devra être enquêté, comme tu veux. Mais pour que The Guardian publie quelque chose comme ça, c'est vraiment sérieux. La situation est terrible. Il y a une conversation qui a lieu entre un personnage qui est déjà en prison. Au fait, cet individu dont on sait qu'il a commis des abus envers des jeunes filles qui font de la gymnastique. Vous ne vous souvenez pas de cette affaire ? Eh bien, il ne communiquait pas seulement avec Jeffrey Einstein et cette personne, mais il parlait aussi du même Trump. Et dans tout cela, évidemment, ça génère beaucoup de tension parce que ce qu'ils disent... Le commentaire est quelque chose comme... Il dit à Einstein, à ce personnage, il lui dit « Regarde celui-ci. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde pour soutenir, entre guillemets, n'est-ce pas ? De soutenir ces jeunes filles pour qu'elles atteignent leur potentiel, ces jeunes demoiselles. » Et il dit que Donald Trump aussi est là. Il aime aussi, et il aime, disons, ces petites, et il aime aussi qu'elles réalisent leur potentiel. Passons au sujet, je veux montrer l'image de cet individu parce que peut-être que vous allez vous en souvenir. On a fait des documentaires sur cet individu et, il en sait beaucoup sur lui. C'est cet individu qui est ici, bon c'est Einstein évidemment, mais c'est cet individu qui est là, n'est-ce pas ? Larry Nassar, c'est ça, il y a un documentaire sur Netflix, vous l'avez vu ? C'est une lettre troublante, au moins elle dit ce qui suit. Cette lettre semble avoir été écrite par Jeffrey Einstein et envoyée à Larry Nassar, le médecin de l'équipe olympique de gymnastique des États-Unis. Condamné pour avoir fait des choses indicibles. Disons à ces jeunes, non, comme vous le savez déjà, dit-il. J'ai pris le chemin le plus court pour rentrer chez moi, dit la lettre, qui semble être signée par Einstein et adressée à Nasser. Bonne chance, nous partageons une chose, il vous dit notre amour et notre affection pour les jeunes filles et l'espoir qu'elles atteignent leur plein potentiel. Si on dit déjà ça, mais bon, quel commentaire incroyable, non ? Et il le dit, ou comme vous le savez déjà, il le dit. La lettre continue avec notre président, parce que c'était pendant le premier mandat du président Trump, non ? Et notre président partage aussi notre amour pour les jeunes nubiles. Quand il passait, une jeune beauté aimait lui arracher sa nourriture à l'envers, tandis que nous finissions par arracher de la nourriture dans les cantines du système. La lettre a été signée, et elle a été signée par Einstein, et en plus il est écrit « Cordialement J. Einstein ». Non, ce n'est pas écrit comme ça dans la lettre. Mais ceci, ce n'est qu'un parmi beaucoup d'autres commentaires qui sont faits uniquement sur les dernières données. Il y a aussi un autre point qui contredit également tout ce que l'on avait voulu dire avec le récit officiel. Trump aurait utilisé 8 fois l'avion d'Einstein, c'est-à-dire qu'il a voyagé plus de fois que ce qui a été rapporté. Et là, il faudra enquêter. Le président des États-Unis a volé au moins 8 fois avec Jeffrey Einstein dans son avion privé. Cela depuis 1990 et pendant plusieurs années par la suite. Non alors ? Cela indique donc qu'il y a une certaine relation qui n'avait pas été révélée. On a d'abord parlé d'1 ou 2 vols, mais en réalité, il y en a 8. Et cela au moins parce qu'il continue encore à sortir plus de documents et encore plus de documents. Mais ce qui arrive maintenant, c'est quand ces vagues de données et de documents arrivent. Attention à ce qui s'est passé, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je ne sais pas, mais il va se passer des choses, disons, intéressantes. En ce qui concerne les actualités, non ? On verra plus de pression peut-être sur le Venezuela et d'autres actualités. Au final, il faut bien parler de quelque chose, non ? Et il pourrait aussi y avoir d'autres points de vue. Disons non. Quelque chose qui attire l'attention et dont on ne parle pas trop, c'est un sujet qui commence à peine aujourd'hui. Donc tous les médias, n'est-ce pas ?
Là, oui, que ce soit les médias conservateurs, les médias plus libéraux, tout le monde parle de ce sujet, non? Ce n'est qu'une petite partie de cette information qui vient juste de sortir. Donc, sûrement d'ici les prochains jours avant la fin de l'année. Une vague d'informations dans ce sens arrive, et il y aura peut-être des réactions de la Maison-Blanche, dont nous parlerons également plus tard. Eh bien, une série de rapports est réalisée sur ce qui s'annonce concernant le climat pour cette saison et pour l'année à venir. Nous allons commencer à dévoiler des choses très intéressantes, n'est-ce pas? L'un des points est la vague de chaleur de Noël, qui pourrait battre des dizaines de records, selon ce qui a été affirmé. Ils publient, voyons si on peut l'afficher à l'écran. Mais ils font cette publication dans laquelle ils montrent les zones de chaleur avec des températures indiquées en Fahrenheit. Oui, donc les zones claires sont à 20 degrés Fahrenheit, les zones plus foncées sont à 80 degrés Fahrenheit. Oui, ça c'est pour la période de Noël, c'est-à-dire essentiellement les premiers jours, le 24, le 25, le 26, juste avant les derniers jours de l'année, disons. D'après ce que rapporte la National Oceanic and Atmospheric Administration elle-même, la situation générale pourrait battre de nombreux records, selon ce qu'ils ont affirmé. Et donc, eh bien, cela fait partie, disons, oui, de ce décembre, qui ressemble presque plus à l'été, non? Certaines zones pourraient même enregistrer des températures allant jusqu'à 30 degrés comme ici. Ce que nous avons vu dans le nord-est du Mexique, c'est que nous sommes collés au Texas, donc nous subissons aussi ces températures que nous voyons là, à l'écran. Plusieurs records de température arrivent, mais pas de froid. Plutôt de chaleur pour cette période, oui, selon les rapports, la vague de chaleur inhabituelle bat des records de Noël. D'un côté, cela inonde la Californie avec beaucoup de pluie et d'orages et tout ça, mais cela expose aussi d'autres régions à des températures entre 26 et 30 degrés. Une vague de chaleur surprenante se déploie en plein mois de décembre dans une grande partie des États-Unis, surtout dans le sud, où des dizaines de records de Noël sont battus. Le phénomène n'est pas totalement inhabituel, car il s'est déjà produit d'autres années, sauf que cette fois-ci, il semble qu'il va battre des records. L'événement a au moins 2 ou 3 fois plus de chances de se produire dans les prochaines années en raison de ce qui se passe en matière de climat. Tous ces changements de température? La chaleur est due à un système de haute pression qui pousse l'air chaud depuis le golfe du Mexique vers le sud et le sud-est du pays. C'est cette zone, c'est d'ici que se génère toute cette vague de chaleur que l'on vit en ce moment. Alors voyons si nous pouvons mettre à jour cela pour le 25 qui serait ce mois-ci, le 25 décembre, eh bien on connaîtrait une vague de chaleur. C'est important, pas celle-ci, par exemple le sud du Texas, 27 degrés. Et plus ou moins, c'est pareil là-bas en Floride. Bon, un peu plus haut, 25-24 degrés Celsius, mais ça atteint aussi, disons, des températures chaudes. Pour un mois de décembre, ça va être un 25, non? Les villes des régions comme la Géorgie, l'Alabama, les Carolines vont même atteindre des températures entre 21 et 25 degrés. La Californie, d'un autre côté, fait face à un nouveau fleuve atmosphérique qui présente aussi un phénomène de cyclone bombe dont nous avons parlé hier, je m'en souviens. Des pluies torrentielles entraînent une alerte d'inondation pour une zone où vivent 40 millions de personnes et un risque de coulée de boue. Des déplacements de roches et, par conséquent, aussi des sauvetages aquatiques potentiels soudains, selon le Service météorologique national de Los Angeles. Le porte-parole du National Weather Service avertit que les menaces d'inondations importantes et généralisées dans la région urbaine sont élevées pour cette région, cette partie de la Californie. Et nous voyons que du 23 au 26, une grande quantité d'eau est générée dans cette zone.
Eh bien, nous l'avons vu hier, aujourd'hui aussi. Eh bien, il rédige un rapport augmentant les probabilités à près de 300 mm, soit 270 mm de pluie en 3 jours. Nous avons signalé que des ouragans produisent 150 mm en seulement 3 ou 4 jours. Pour que nous ayons une idée, s'il y a des ouragans qui atteignent 150 mm en 2 ou 3 jours, cette fois-ci ce n'est pas un ouragan, mais il apporte une quantité d'eau qui est énorme. Et si je vais plus loin, c'est-à-dire si j'ajoute les jours qui vont suivre, eh bien l'eau continue de s'accumuler, n'est-ce pas? Si on regarde les prochains jours, on voit comment ça s'ajoute petit à petit, de plus en plus de millimètres sur toute cette zone, atteignant même, dans certains endroits, plus de 300 millimètres. Toutes les zones ne sont pas pareilles, il y a des zones où il va pleuvoir beaucoup moins. Évidemment non, mais nous allons vers les points maximum. Et oui, c'est surprenant. Surtout, il semble que le problème le plus grave concerne le sud de la Californie, c'est-à-dire vers Los Angeles. Oui, si cela se passe exactement comme on l'observe, eh bien il y aura ou cela aura des conséquences importantes, non? C'est pour cela que le même service annonce ou avertit de potentielles inondations. De plus, une forte chute de neige prolongée est attendue dans les montagnes de la Sierra Nevada, ce qui compliquera la situation météorologique de la région. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'eau, non? Eh bien, dans la mesure du possible, ce sera positif pour le remplissage des barrages et tout cela. Il faut se rappeler que dans cette région de Californie, les années des précédentes, il y avait beaucoup d'incendies. Cela va apporter beaucoup d'humidité et d'eau. Espérons que ce soit positif, non? Mais bon, c'est un excès, et dans les excès, il y a aussi des risques. Dans ce rapport, on observe aussi comment ce phénomène de température très élevée, pour le 25, oui, pour le 24, etc. Eh bien, cela se vit aussi au Mexique, n'est-ce pas? Évidemment, pas dans celles où l'on observe des températures, comme dans des zones du Nord, qui sont habituellement froides en hiver. Eh bien, évidemment, en ce moment, je porte un t-shirt à manches courtes. Nous vous avons montré l'extérieur ces derniers jours. Aujourd'hui, le ciel est couvert, la couverture nuageuse va donc rafraîchir un peu. Mais ça a été comme ça, non? Presque comme un printemps ou comme un début d'été, pas très chaud, disons, cet hiver. Donc, eh bien, c'est ce à quoi on s'attend, on va voir si ces records se confirment pour la fin de l'année. Mais ce sont les derniers jours de l'année. Et on va déjà commencer avec un mois de janvier qu'on espère un peu plus froid, parce que bon, c'est déjà janvier. Si ça continue comme ça, ce serait fou, non? Parce que tu te demandes à quoi s'attendre pour l'été, non? C'est-à-dire comment va être l'été. Si l'hiver a été comme ça, c'est ce qu'on imagine au moins. Tu te demandes comment va être l'été. On parle du phénomène El Niño, mais bon, on en parlera plus en détail à d'autres moments. En attendant, voilà la situation sur ce sujet. Passons à ce qui se passe avec le 3. Et Atlas. Non, c'est très pertinent, c'est très important, et je pense que cela change aussi les perspectives sur beaucoup de choses. Passons aux détails. Que se passe-t-il avec le 3 et Atlas? Cela attire à nouveau l'attention. Et ils assurent donc qu'on est en train de faire l'histoire avec ce que l'on découvre en ce moment. Le 3 et Atlas présenteraient une série de mouvements, voire même des signaux qui laissent penser qu'il y a quelque chose de plus là-bas. Examinons les principaux aspects découverts, en commençant par une partie scientifique mais intéressante. Et c'est que les scientifiques en Espagne auraient détecté un jet périodique oscillant de gaz et de poussière émergeant du noyau de la comète interstellaire. Le phénomène n'avait jamais été enregistré sur ce type d'objet, et l'équipe d'astronomes a fait cette découverte. Ils assuraient que c'est sans précédent pour la comète 3 et Atlas, l'un des rares objets connus provenant de l'espace interstellaire. Et ils assurent qu'avec un télescope double de 2 mètres, un télescope jumeau de 2 mètres TTT installé en Espagne. Les chercheurs ont observé un jet périodique, un flux localisé de gaz et de poussière, s'activant régulièrement comme un mécanisme d'horloge astronomique.
Cette observation serait la première à détecter un tel phénomène sur une comète interstellaire. Merci pour cela, et c'est quelque chose de rare même à observer sur une comète d'un autre type. Maintenant, cette recherche des Espagnols m'a paru très intéressante, mais regardez maintenant ces nouvelles données qui ont émergé. Il y a plusieurs informations vraiment surprenantes. Que dit aujourd'hui le site web dans sa publication ? Non seulement on ne peut pas écarter que son origine soit artificielle, mais il faudrait continuer à prendre en compte cette probabilité. Attention, il ne dit pas que c'est le cas. On ne peut pas encore confirmer avec les données disponibles que c'est artificiel, mais il y a de plus en plus d'éléments qui pourraient en soutenir cette idée. Selon le chercheur Loeb, une mise à jour cruciale a été publiée. Nouvelles données sur la taille et des signaux potentiels émis par la comète viennent d'être publiées. Et ce qu'il dit en même temps, c'est que dans les prochains jours, il y aura beaucoup d'informations qui commencent à être divulguées un peu partout. Oui, tout d'abord, l'objet interstellaire 13 Atlas émet des signaux radio qui, bien qu'ils ne soient pas encore concluants, pourraient être fortement liés à l'étrangeté du comportement du 13 Atlas. Le chercheur Loeb a publié une mise à jour qui serait cruciale, dans laquelle au moins 2 découvertes clés sont révélées. Premièrement, le réseau de télescopes Allen a enregistré 74 millions d'impacts de foudre. Une observation a été faite pratiquement depuis le début du 13 Atlas, depuis le 2 juillet. C'est à ce moment qu'on le découvre, non ? Mais parmi ces émissions, ces signaux, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui sont des interférences. Il faut recalculer et dire, voyons, il était à cette altitude, il était à cette vitesse, etc., etc. Et parmi ces 74 millions d'impacts radio à bande étroite, on parvient à détecter qu'il n'y a que 211 impacts qui s'alignaient exactement avec la position de l'Atlas 13, c'est-à-dire 211 signaux possibles. Mais jusqu'à présent, ces signaux, on ne sait pas. Ils n'ont pas pu être confirmés avec certitude comme provenant de là. Ils le posent et disent « Bon, il semble qu'il y ait une plage de signaux entre 1 et 9 Hz. » Un signal a surtout été détecté à la fois sur le panneau du faisceau et sur le faisceau externe, qui coïncidente avec la fréquence attribuée au service fixe par satellite de l'espace en détectant un signal très similaire à celui que les satellites envoient de Nord. Ce qui a été dit, donc, c'est qu'il est très probable qu'il s'agisse d'une interférence locale, et non d'un signal provenant de l'Atlas 13. Du moins, c'est ce que l'on pense pour l'instant. Après avoir tout éliminé, ils ont confirmé « Le signal vient bien de l'Atlas 13, mais il ressemble fortement à celui de nos satellites », ont-ils précisé. Eh bien, comme ce n'est pas possible, ils l'écartent donc. Voilà, c'est ça, tu vois, ça te laisse vraiment à réfléchir. Pour l'instant, il y a eu des signes qu'ils ont essayé d'interpréter ou de comprendre. Dès juillet, août, septembre, etc. Qui n'ont pas été publiés. J'espère qu'ils seront publiés, mais je ne sais pas. Une autre découverte qui est essentielle pour comprendre cela et qui rend tout cela encore plus étrange. Parce que tu te demandes, de quel type de phénomène parle-t-on ? Merci. Dans une deuxième étude, les accélérations non gravitationnelles et la perte de masse ont été analysées, et à partir de toutes les données, il a été possible de mesurer à nouveau le noyau. Oui, et il s'avère que le noyau ne fait pas 5 km ni 6 km. Pour remettre un peu de contexte et comprendre l'étrangeté de la situation, il ne faut pas l'oublier. Cette image, qui d'ailleurs, ici il y a certaines choses, c'est la photographie. Rice astrophotographe, un astrophotographe d'Austin, au Texas, amateur d'ailleurs, mais qui a été assez professionnel dans les images qu'il a réussi à capturer. Tout ce que nous voyons comme la comète ou comme l'objet, c'est tout cela. Il faut se rappeler que nous parlons de milliers de kilomètres. Ça oui, la partie visible, pas ce qui est la chevelure de la comète, l'objet, le noyau, la comète. Il se trouve quelque part au milieu. Et selon la nouvelle donnée, il mesure 1 kilomètre, c'est ce que je dirais, d'après la nouvelle donnée.
Nous parlons ici de milliers de kilomètres tout autour, et il y a un petit kilomètre qui est celui du milieu. Ce serait le noyau, et toutes ces informations, tout ce globe, ce nuage qui sort, provient de ce noyau. C'est là que ça devient étrange. Une seconde étude a analysé les accélérations non gravitationnelles et la perte de masse. À partir de toutes ces données, on a estimé que le noyau de l'objet mesure environ 1 km de diamètre, une dimension qui est trop petite pour un objet d'une telle intensité. Il y a aussi une autre situation, une autre découverte qui, est vraiment surprenante. Nous parlons d'un objet beaucoup trop petit qui a émis et généré une très grande intensité d'activité. Et attention au point suivant, car ici viennent plusieurs informations qui ont été confirmées ou même, qui ont surpris. Par exemple, maintenant, avec les nouvelles informations dont on dispose, c'est comme si soudainement toute l'information avait été donnée et que la publication avait commencé. C'est incroyable, non ? L'accélération non gravitationnelle, cette accélération qui est très forte, très intense, c'est-à-dire qui est surprenante. On n'explique pas cela maintenant, même avec les informations dont on dispose, par des jets de matière expulsés dans une direction préférentielle. C'est-à-dire, disons, si le jet part dans cette direction, il projette de l'énergie en arrière et il propulse l'objet, disons-le comme ça, non. Probablement lié aux variations des jets. Attention, l'accélération pourrait être causée surtout par l'expulsion de fragments solides comme la glace, plutôt que par du gaz. À vitesse thermique, comme l'avait suggéré une étude réalisée par Avi Loeb lui-même et par Eric Ketto, tous deux proposaient donc une sorte de gaz thermique, n'est-ce pas ? Maintenant. Et Avi Loeb lui-même le publie. C'est-à-dire, mais il dit, cette partie de l'étude, avec les nouvelles données, il est démontré que ce n'est pas thermique, mais qu'il semble que ce soit dû à l'expulsion de fragments. Il est possible que ce ne soit pas de la glace, ce qui est aussi surprenant, parce que tu te dis, s'il y a eu toute cette fragmentation, pourquoi la comète est-elle toujours là ? De plus, pourquoi a-t-elle l'intensité qu'elle a ? Si tu as, disons, un morceau de glace, pour ainsi dire, d'1 kilomètre de diamètre. On ne les a pas encore obtenus, et cela manque, il faut clarifier cette partie, parce que cela va déterminer énormément de choses. On ne l'a pas obtenu. La mesure du spectre cosmique est une mesure dans laquelle on va détecter la vitesse des jets. Ceci serait possible avec le télescope James Webb. Au moment où ils le publieront, cela comblera un grand vide d'informations qui existe actuellement. Quelle est la vitesse des jets ? Avec cela, on peut parfaitement déterminer, écoutez, cette vitesse des jets est-elle d'origine naturelle ou pas ? Elle l'est, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que la chimie est la même partout dans le monde, enfin, je veux dire dans l'univers. C'est-à-dire, oui, avec de petites exceptions, mais la chimie reste la chimie, non ? Franchement, c'est pareil partout. Si par exemple il dit « c'est un jet de ce produit chimique, un jet d'énergie », il devrait avoir une vitesse maximale pour que ce soit naturel. S'il dépasse ça. Très souvent, tu te dis « Attends, quelle combinaison chimique ce produit-là pour que ça réagisse aussi de cette façon ?» Ce qui est étrange, c'est que ça ne veut pas être publié jusqu'à présent ou que ça n'a pas été fait après tout ce temps. La vitesse des jets, ça je vous en avais déjà parlé il y a un moment, pas il y a quelques jours ou quelques semaines. C'est ça, c'est la base, c'est-à-dire avoir la vitesse des jets. Écoute, regarde, si les jets sortent à une vitesse de réaction chimique normale, parfait, c'est bon, non ? Un point de plus pour le 3. Tu agis comme une comète naturelle, ou tu sais quoi ? Eh bien non. Sa réaction chimique ressemble plutôt à un processus artificiel, c'est-à-dire que naturellement, ça ne pourrait pas arriver. Ah bon, alors, on va dire que c'est au moins quelque chose de semi-artificiel, pas une combinaison. Il manque là la mesure des jets, c'est un autre sujet aussi. Eh bien, il faut prendre en compte les images de Hubble avant et après le périhélie, car ces images n'avaient pas non plus été données aux astrophysiciens. Eh bien, on rapporte et on donne plus d'informations et plus d'images aux astrophysiciens, dans lesquelles on montre. Avec cela, confirmation de l'anticomète.
Eh bien, elle a fait ce qui avait été mentionné ici, c'est-à-dire qu'elle continue de se déplacer, sans rester pointée vers le Soleil. Mais il manque encore des informations, donc on peut aussi laisser ce point en attente un peu plus longtemps. Il dit donc qu'en ce moment, on essaie de comprendre comment fonctionnent ces jets. Comment fonctionne ce jet qui change selon la façon dont on observe le Soleil. Et en s'adaptant aussi à la rotation de la comète, n'est-ce pas? Aussi, un autre point intéressant est que, en raison de la légère déviation de 16 degrés causée par la gravité solaire au périhélie, l'accélération des jets, avant et après, elle s'annule presque, ce qui affecte l'estimation de la taille réelle de l'objet. C'est pourquoi jusqu'à présent, on sait qu'il ferait supposément 1 km, même si d'autres informations pourraient arriver, selon le site web. Cela pourrait changer la perspective sur la taille, mais des doutes subsistent. Un autre point me semble être une découverte encore plus intéressante. Il est confirmé qu'à partir de novembre, l'objet a commencé à ralentir. Ils n'ont pas indiqué la vitesse, donc je reste avec le doute, non? Et il faudrait donc attendre plus d'informations, mais il a commencé à ralentir à partir de novembre. Il y a une théorie selon laquelle l'un de ces jets irait à l'encontre de ces jets de matière et ralentirait l'objet. N'est-ce pas? Ce serait une possibilité, mais attendons de voir, non? Mais il est en train de ralentir, ce que je vous avais déjà mentionné ici. Il y avait des calculs qui montraient en fact que la vitesse était passée de 245 000 km/h à 200 000 enfin, elle est passée de 210 000 puis elle s'est accélérée, n'est-ce pas? Lors de son passage au périhélie, il a atteint 245 000 km/h. Après, on parlait de 200 000, 220 000, 222 000 km/h. Nous sommes passés de 210 000 à 245 000, puis il a baissé à 222 000, donc un peu plus. Maintenant, ils disent la décélération a été constante, ils ne disent pas que ce Pera Jupiter freine ou quoi que ce soit, simplement qu'il ralentit un peu. Ils n'ont pas confirmé combien, la vitesse non plus, eh bien ils confirment aussi la présence de cyanure et de cyanure d'hydrogène qui sont, toxiques, assez toxiques. D'ailleurs, mais cela peut être, par exemple, une signature chimique qui est liée à la vie, non? Nous sommes tombés par là, notre caméra est tombée, voyons si quelqu'un nous voit et vient nous sauver. Mais bon, ça fait partie, disons, de ce qui se passe, non? Les particules de fragments solides, les particules de moins d'1 micromètre, sont effectivement déviées par la pression du rayonnement solaire. Ce sont donc des objets, des particules qui pourraient même arriver jusqu'à la Terre, mais elles brûleraient dans l'atmosphère, car on parlait de la possibilité que des particules de l'objet atteignent la Terre. En réalité, ce qu'ils disent, c'est que c'est tout simplement improbable, c'est-à-dire que même si des particules arrivaient, elles seraient trop petites et l'atmosphère finirait tout simplement par les désintégrer. N'est-ce pas? Donc face à cette question, non. Maintenant, il y a un sujet très intéressant que Avi Loeb évoque. Que se passerait-il si l'objet était une sonde? Imaginons que l'objet soit là grâce à vous. Milligrammes. Bon, il faut que je m'écoute maintenant celui-ci. Alors, que se passerait-il si ceci était une sonde? Qui laissait de petites sondes pour la recherche? Un truc comme ça, non? Enfin, c'est un sujet à considérer, d'accord. Loeb précise que toute l'analyse repose évidemment sur l'hypothèse que les fragments avaient une capacité de manœuvre. Et si c'était le cas, alors ce serait peut-être observable, non? C'est-à-dire si soudainement il y avait un comportement étrange dans le matériau qu'il laisse derrière lui, on pourrait le détecter, non? Et on pourrait dire, vous savez quoi? Là, il y a apparemment de petites sondes, non, qui ne font pas des choses bizarres, non? Mais bon, ce n'est rien de plus, c'est simplement une spéculation, n'est-ce pas? Il dit la même chose, on ne peut pas voir ça pour l'instant, non? Donc, c'est au moins très intéressant, non? Le 3 juillet nous semble qu'il a encore beaucoup à dire, non? Autant pour la question des signaux étranges possibles face à la chimie potentielle. On trouve étrange sa taille, sa vitesse. Il y a encore beaucoup de choses, donc, qu'il faudra essayer d'expliquer dans les prochains, jours. Non?
Passons donc à une autre information très intéressante sur ce qui se passe concernant la Russie et la Pologne. Tout à l'heure, si vous voulez, on reviendra sur ce sujet de TSE Atlas. Déjà dans les commentaires, un instant, non, incroyable. Là, ils sont en train de baisser le drapeau de la Russie. Écoutons ce moment. Eh bien, là, avec l'âme dans fond, hein. Les Russes auraient finalement été expulsés, hein, dans ce mouvement de tension croissante entre la Pologne et la Russie. Et en fait, il restait encore un consulat, il restait encore une ambassade, mais disons que c'était le dernier consulat général russe en Pologne. Le consul général de Russie, Benanzgai Zmilov, a exhorté les visiteurs à contacter le service consulaire de l'ambassade de Russie à Varsovie. C'est-à-dire les gens qui vivent, les Russes qui vivent en Pologne et qui, eh bien, ils ont des démarches à faire, ils devront aller à Varsovie, non ? C'était ça le problème, ils ne pourront plus. Il y avait plusieurs consulats à différents endroits. Eh bien, depuis un certain temps, la Pologne accuse la Russie, surtout les consulats, de servir essentiellement de base à des espions qui font ce qu'ils veulent. En Pologne, alors ils en ont expulsé plusieurs ? Oui, il y en a, si je ne me trompe pas, environ 50 personnes depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, voire plus, mais c'est à peu près ça. L'information date déjà d'il y a quelque temps. Mais ce qui se passe en ce moment est terrible, parce que ça montre comment ça se passe. Oui, donc, une rupture de plus en plus évidente entre ces deux pays. Que se passe-t-il ? Passons aux détails. Le dernier consulat général de Russie sur le territoire polonais, situé dans la ville portuaire de Gdansk, a officiellement fermé ses portes ce 22 décembre. Aujourd'hui, il y a quelques instants ce matin pour nous, dans la nuit, ce mouvement était déjà en cours. Allons dans la zone pour voir où se trouve ce port de Pologne. C'est dans cette zone. Regardez, c'est dans cette zone. Là, c'est là que cela se serait produit. Si vous regardez bien, c'est en plein milieu de la mer Baltique, n'est-ce pas ? Tout près de Kaliningrad. C'était le dernier consulat, maintenant il ne reste plus que l'ambassade à Varsovie, et c'est la dernière relation que la Pologne a avec la Russie. S'il retire de l'ambassadeur, eh bien il n'y aurait pratiquement plus rien. Eh bien ce serait une rupture totale, n'est-ce pas ? Mais on s'en approche, on est proche d'une rupture totale, si cela continue ainsi. Le consul général Sergueï Siminov, à travers un message vidéo, a assuré que cette fermeture est motivée par une décision unilatérale du gouvernement polonais qui marque la fin de la présence consulaire russe en dehors de Varsovie, réduisant à un seul point de contact diplomatique avec l'ambassade de la capitale polonaise. Siminov a exprimé ses regrets face à cette mesure qui fait partie d'une série progressive de fermetures diplomatiques bilatérales. Varsovie aurait annoncé en novembre qu'elle fermerait le consulat de Gdansk ce 23 décembre, et en représailles à cela, Moscou, c'est-à-dire aujourd'hui. Le 23, ses portes ont fermé hier le 22, mais aujourd'hui c'est la fermeture totale. Aujourd'hui c'est l'adieu définitif. Maintenant, cet épisode n'est pas isolé, cela dure déjà depuis un certain temps. 2022. La relation a commencé à se détériorer. Mais c'est en octobre 2024 que la fermeture du consulat a commencé à devenir plus intense. Octobre 2024 et maintenant décembre 2025, eh bien la fermeture est presque totale. La Pologne a également fermé les consulats généraux russes à Poznań et à Cracovie, ce qui a conduit la Russie à fermer en retour les consulats polonais à Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad. Cela reflète une dégradation profonde et continue des relations diplomatiques entre Moscou et Varsovie. En alimentant. Eh bien, tout cela à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et aussi à cause de la question de la guerre hybride en Pologne. Il faut rappeler qu'il y a même eu des explosions sur ces voies ferrées, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'attaques qui sont de plus en plus préoccupantes. Minutes, par exemple Facebook, un réseau interdit en Russie. Et cela fait aussi partie de ce que l'on vit sur ce sujet.
il y a plusieurs questions. Ainsi, rapidement, en mars 2022, c'est là que je vous dis que le choc a commencé. 45 diplomates russes seraient au déclaré persona non grata s'ils étaient expulsés de l'agence de sécurité, selon l'agence de sécurité intérieure, qui avait accusé et identifié comme possibles agents ou associés des services secrets russes. C'est pourquoi la Pologne en a expulsé 45 personnes rien que cette fois-là. Le gouvernement polonais affirme que les fonctionnaires violèrent la Convention de Vienne en utilisant leurs accréditations diplomatiques pour des activités d'espionnage et des activités incompatibles avec le statut de diplomate. Moscou, à la même époque, en 2022, rejetait ces accusations comme infondées. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se dit qu'ils avaient raison. Les Polonais avaient raison, non ? À l'époque, il y avait beaucoup de doutes. Quand tu regardes les rapports de cette époque, ils disaient que les Polonais exagéraient, mais maintenant, tu vois bien qu'ils n'étaient pas si exagérés que ça, non ? La Pologne a fermé des consulats russes et réduit la présence diplomatique. Et que 2024 s'accélère à partir du conflit plus large qui se déroule en ce moment et qui se rapproche de plus en plus de la frontière avec celui-ci, avec la Pologne, via Lviv et la Biélorussie. Est-ce que cela commence à devenir de plus en plus compliqué? Non, bon, passons d'autres sujets. Nous avons aussi d'autres thèmes, importants. Remarquez, c'est un point à part. Mais il y a eu un nouveau bombardement russe qui a fait 3 morts, mais qui a pratiquement laissé l'Ukraine sans électricité, sans lumière. Et c'est un sujet qui est constant en ce moment, dans la recherche de provoquer des coupures de courant. En plein hiver, cet hiver en plus, qui va être intense, n'est-ce pas ? Et ça se passe. En ce moment, on vit une situation où la Russie est sous le feu. 30 missiles ont été lancés, tous dirigés vers les zones de production d'électricité. Et face à cela, les choses se sont encore compliquées. Le bombardement massif, avec des missiles et aussi des drones, a déjà fait plusieurs blessés, en plus des 3 personnes décédées. C'est juste avant Noël, n'est-ce pas ? Donc ça va être un Noël. Cette fois, dans l'obscurité, n'est-ce pas ? C'est aussi un sujet, C'est incroyable, non ? Et ça fait partie de la réalité qui est toujours là. Non, à cette époque, non. Au fait, en changeant de sujet, sans aller vers d'autres affaires. Vladimir Poutine, selon eux, simulerait les conversations de paix. Mais il n'accepte aucune des conditions proposées par les États-Unis ni par l'Ukraine, affirme Ivan Preprochasevski, un expert de la Russie. Non, il affirme que, c'est un politologue qui s'est spécialisé dans les comportements de la Russie. Ils disent d'attention, ne tombez pas dans le piège, n'est-ce pas ? Autrement dit, ils vont négocier des mois ou des années sans résultat, n'est-ce pas ? La guerre va continuer tant que l'objectif de Poutine persiste et se réalise. N'est-ce pas, c'est ça, en gros, l'idée. Alors, au moins l'avertissement est là, non ? Donald Trump aurait lancé un ultimatum envers le Venezuela. Évidemment, c'est un sujet qui clôt l'année et qui termine une année compliquée sur ce point. Pour le régime de Maduro, il devient de plus en plus clair. Trump, qu'est-ce qui va se passer ? Non. Apparemment, au moins, Trump dit qu'il serait intelligent qu'il parte. Le sujet a été évoqué plusieurs fois. Trump lance cet ultimatum direct à Nicolás Maduro et laisse ouverte la possibilité d'une intervention à l'intérieur du Venezuela. Les États-Unis haussent à nouveau le ton contre Caracas. Le président Trump lance le message, qui est donc interprété comme une sorte d'ultimatum militaire. Il conseille de quitter le pays rapidement pour éviter de graves conséquences. Lors de la conférence de presse, ces conférences qui ont eu lieu récemment, il affirme donc que il est probable que cela dépende effectivement de ce Maduro, qu'il parte de manière pacifique, sinon, il pourrait y avoir des conséquences. Il n'exclut pas des actions sur le territoire vénézuélien et laisse entendre que le temps de la diplomatie est tout simplement en train de s'épuiser. Non, ici, il me semble qu'on verra plutôt autre chose qu'une intervention terrestre.
Ce n'est pas qu'ils vont continuer à faire pression avec la question des pétroliers, ils ne vont pas se concentrer sur ce sujet. Eh bien, ce serait, disons, le début, apparemment de la fin, mais pas de ce régime. Le dirigeant répète, sans preuve publique, que le gouvernement vénézuélien enverrait. Eh bien, encore aujourd'hui, plus de matériel, plus de substances, même illégales, et même en envoyant des criminels de cartel vers les États-Unis. Jusqu'à présent, eh bien, cette narration, du moins celle-là ou celle des criminels envoyés par Maduro, n'a pas été démontrée. Non, parce qu'il dit que même cela, c'est un asile, je ne sais pas quoi. Il ne dit pas qu'il les envoie sur là-bas aux États-Unis, non. Ce qui est montré, c'est qu'il se pourrait que tant le Mexique que le Brésil se comportent comme une sorte de pays neutre dans lequel on essaye d'établir une sorte de dialogue, de rapprochement pour éviter un conflit dans cette zone. Mais au moins de la part de la Colombie, on demande qu'il y ait déjà un retour à l'ordre démocratique, et cela attire également l'attention. N'est-ce pas, ce serait cela? Attendons aussi la demande du Brésil, la demande du Mexique, de ne pas revenir à l'ordre démocratique. Non, mais bon, les tensions restent là, même si, eh bien, on le sait déjà, n'est-ce pas? La stratégie consiste à mettre une pression médiatique, et puis, au dernier moment, seulement la moitié de ce qui est annoncé se produit. Ou même pas ça, n'est-ce pas? D'un autre côté, il y a aussi un commentaire très curieux de la part de Katz là-bas en Israël, et selon ce que montre le ministre de la Défense israélien, Katz, c'est qu'il y aurait bien un plan. Hier, nous en parlions au moins d'avoir une base à l'intérieur de Gaza de la part d'Israël, mais ensuite il est revenu sur ses propos. C'est-à-dire, il a promis qu'il pourrait même y avoir des colonies à l'intérieur de Gaza, des colonies de personnes vivant d'Israël, à l'intérieur de Gaza. Après... Et tout, il a retiré le commentaire. Israel Katz affirme publiquement qu'Israël n'abandonnera jamais Gaza et qu'ils vont reconstruire des colonies dans le nord de l'enclave. Du jamais vu. Ces propos ont été tenus lors de la cérémonie de Beirel, dans les colonies de Cisjordanie, où l'on célèbre également la construction de 1200 nouveaux logements juifs. Katz a même évoqué l'envoi de groupes Nahal, une formule historique qui combine présence militaire et colonisation civile, utilisée par le passé pour créer des colonies permanentes. Il s'est également opposé au plan en 20 points du président Trump, qui prévoit le retrait d'Israël, dans laquelle il dit essentiellement qu'ils ne vont pas nous le faire. Alors, quelques heures plus tard, le bureau de Katz a communiqué que le gouvernement n'envisage pas de colonie, et que ses propos étaient uniquement dans le contexte de la sécurité. Autrement dit, au dernier moment, il a dit une chose et on lui a tiré les oreilles, parce que cela contredit totalement ce que les États-Unis ont proposé jusqu'à présent. Et ensuite il a dit « non, il parlait d'autre chose, il ne parlait pas de la sécurité, je ne sais pas quoi ». Bon, voilà un peu comment sont les choses sur ce sujet, non ? Et c'est en quelque sorte une partie de ce qui se passe. Passons donc à d'autres sujets également importants. Passons aux commentaires, nous irons aux commentaires tout à l'heure où nous reviendrons s'il y a une nouveauté intéressante, mais rapidement, passons aux commentaires. Eh bien, le sujet du 3 est vraiment étrange. Et surtout qu'il est éteint parce que certaines des choses qu'il a commentées depuis le début commencent peu à peu à se confirmer. N'est-ce pas? D'autres au contraire. Par exemple, il y a des sujets comme la taille, qui apparemment serait plus petite que ce qu'on pensait. Non, on va voir comment tout est super. Salut à Joël, tu conduis. Donc fais attention à la route et c'est super que tu puisses nous écouter. Je te fais un grand salut. Et à toute la communauté qui nous regarde, que ce soit en voiture, en nous écoutant ou en nous regardant sur l'écran ou le téléphone, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je crois que la majorité nous regarde encore sur le téléphone, mais il y a aussi une communauté qui a grandi et qui nous regarde sur écran, n'est-ce pas? Merci beaucoup et j'espère que vous pourrez nous envoyer un commentaire. Ce serait génial, non? On va mettre le chat juste ici devant pour pouvoir le lire et que tout le monde nous voit en train de le lire. C'est génial. Voyons, il y a Joël, super, il dit ok. Comment ça va, Pantherita? Très bien, merci, salutations, Dieu, je continue, il dit. La Pologne est à côté de la Russie.
Oui, tu vois, c'est juste à côté de Kaliningrad. Kaliningrad appartient à la Russie, ce n'est pas collé. Regarde, si tu fais attention, ce n'est pas collé à la Russie continentale, pour ainsi dire. Ce n'est pas ça, non, c'est que la Pologne est voisine de la Russie à travers Kaliningrad. Ce petit bout que tu vois ici, eh bien, c'est la Russie, n'est-ce pas? C'est là qu'elle partage une frontière avec la Russie. Non, non, à travers la Russie continentale, si tu regardes bien, ici au milieu, entre la Pologne et la Russie continentale, il y a la Pologne, de ce côté il y a l'Ukraine, et de l'autre côté il y a la Lituanie, la Lettonie, n'est-ce pas? Mais ce petit bout-là, d'ailleurs, ils l'ont pris pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est celui-ci, donc voilà, c'est le voisinage, disons, pas par là. Salut Dieu, je poursuis, dit Francisco. Comment vas-tu, Francisco Arce? Salutations, très bien, quoi de neuf, comment ça va? Qui est là-bas? Dit Pixel, comment vas-tu? Salutations jusqu'au Chili, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir par ici. Marisol, comment ça va? Comment tu as été? Salutations jusqu'au Connecticut, jusqu'aux États-Unis, très bien, quoi de neuf? Sol Garcia aussi, José Zarate aussi, bonjour, comment ça va? Georges Lopez dit qu'il va rester en orbite autour de Jupiter et qu'il fera le tour pour repartir en arrière. Par où il est sauve-nu, dit Georges. Comment tu vas, Georges? Allez, ce serait incroyable qu'il fasse quelque chose comme ça, non? Rodrigo, comment tu vas, Isaac? Tu dis? Tel un fragment d'explosion flottant dans l'espace, il reste en réaction chimique. Comment vas-tu, Isaac? Très bien, Isaac Vargas, mystère de l'univers, dit qu'ils ont une connaissance très limitée. Comment tu vas? Joël Fernando dit que sinon, il accompagne avec des salutations. Très bien, monsieur Daniel, comment tu vas? Oui, 3 sur 3, puis il va vers Jupiter et l'une de ses lunes. Il est entré ou va entrer dans la sphère de Hill là-bas vers Mars. Mais il va si vite, du moins jusqu'à présent, qu'il passerait tout droit. Oui, il ralentirait beaucoup plus. Alors oui, mais là ce serait la confirmation totale que c'est un vaisseau, non? Jusqu'ici, ce n'est pas arrivé, non? Si cela devait arriver, ce serait vers Mars. Non, imagine qu'il ralentisse et qu'il entre, eh bien là ce serait la confirmation. Et en plus, il y a des sondes là-bas, non? Il y a des sondes de la Terre là-bas. Elles pourraient, eh bien, montrer un peu ce comportement, si jamais cela arrivait. Mais bon, ce serait vraiment fou. Salut Karl, comment vas-tu? Demande Alpha en conduisant l'Atlas d'Anne Friga, l'ALF non, et à fond la caisse. Adilson, comment vas-tu? Très bien, dit Adilson. Je te veux derrière, super, salutations. Je sais que Carlos Martinez. Comment allez-vous? Oui, et bien maintenant, je pense que beaucoup de membres de la communauté ne sont pas en vacances. Nous non plus ne sommes pas en vacances. Nous continuons à travailler ici avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Et à partager avec vous, eh bien, toutes les informations, dit-il. Je ne peux pas me moquer ni rire de ceux qui ne sont pas d'accord. Je n'essaie pas non plus d'imposer à qui que ce soit ce que je lis, ce dont je doute ou ce que je crois, sans gêne. Comment allez-vous? Un grand salut à Carlos Chavorro. Comment vas-tu? Salutations, très bonne journée à toute la communauté, donc un grand salut, dit Perla. Bonsoir, salutations. L'apocalypse a déjà commencé, dit-il en riant. Je viens juste de déjeuner. Salutations. Comment vas-tu? Très bien, Aurore. Comment vas-tu? Salutations, très bien, eh bien c'est bien de vous voir, c'est bien de pouvoir être ici en retraite. Bon, eh bien, allons-y. Monica Polanco, salutations d'Espagne, merci Francisco et à toute la communauté. Portez-vous bien, passez une excellente après-midi, mais pas de Noël. Que nous allions bien, nous reviendrons tout à l'heure, sûrement où que nous soyons. Si nous avons quelque chose d'important à commenter, nous le ferons. Une grosse accolade et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné